J'ai trouvé que ma belle-mère avait plutôt installé une autre fille. Dans ma colère dont j'ai arrêté son fils, je l'ai tiraillé, je l'ai croqué à l'oreille. Quelque temps après ma naissance, mes parents se sont séparés. Donc elle a laissé mes enfants et les choses qui étaient dans ma chambre dehors. Elle a déménagé. J'ai marché dans tout Hawaï. À un moment donné, j'ai craqué en pleine rue. J'ai pleuré. Après, moi, j'ai eu mon dernier fils. Il a eu 9 ans. Il m'a dit, maman, ne pleure pas. Quand je l'ai regardé, j'ai repris mes forces. Je lui ai dit, comment ne peut pas chercher la maison. Maman m'a dormi. Elle a longtemps cherché l'amour à l'extérieur, parfois au prix de son équilibre. Entre relations douloureuses, manque de soutien et quête d'identité, son histoire est celle de nombreuses femmes, mais surtout la sienne. Aujourd'hui, sur ce plateau de Right to Myself, elle entame un chemin difficile mais essentiel, celui de la reconstruction. Elle, c'est Estelle Momha. Bonsoir Estelle et bienvenue sur ce plateau de Right to Myself. Bonsoir la fortune, merci, au plaisir. Nous sommes honorés de vous avoir. Moi aussi, c'est moi qui suis honorée. Vous avez pensé à moi particulièrement parce que il n'est pas toujours aisé qu'on ait cette opportunité de pouvoir nous exprimer. Donc merci encore. Tout le plaisir est pour nous. Avant toute chose, nous voulons te demander de te présenter brièvement. Alors moi, c'est Estelle Momha, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, 2 garçons. J'ai une licence en droit public que j'ai obtenue à l'université de Douala. Et j'habite le quartier Hawaï, c'est parce que c'est nécessaire à la présentation. Je suis née de nouveau, croyante, pratiquante, chrétienne. Quoi d'autre? Je travaille en ce moment pour un particulier dont je suis la secrétaire. Derrière cette force apparente se cachent des blessures intenses. Pour mieux savoir de quoi il s'agit, voici la lettre de Estelle. Chère Estelle, je t'écris ces mots avec bienveillance car tu mérites d'être traitée avec amour et douceur. Tu as passé toute ta vie à rechercher la reconnaissance et l'attention que tu n'as jamais pu obtenir de qui que ce soit. Tu as toujours fait de ton mieux et tu as donné le meilleur de toi-même, bien que ça n'a jamais été suffisant pour les gens, ni pour ta famille, encore moins pour tes amis. Tu as été celle qui devait toujours te mettre à la place des autres, celle qui devait toujours faire des concessions pour appartenir à un groupe, celle-là même qui devait toujours se diminuer pour ne pas déranger. C'est certainement cela qui a façonné la femme que tu es devenue aujourd'hui. Une femme en perte d'identité, une femme en perte de repères, car trop souvent, tu as dû te réadapter encore et encore. Aujourd'hui, Estelle, je veux que tu saches que tu n'as pas à mendier l'amour. Tu n'as pas à mendier l'attention car tu es digne d'être aimée pour ce que tu es et pour ce que tu vaux. Tu es une femme merveilleuse, une amie dévouée et une maman formidable. Ne laisse pas les stéréotypes que les gens ont sur toi te définir. Tu es bien plus que ce qu'on dit de toi. Tu es Estelle, tu es toi. Tu es une femme certes marquée par tes blessures émotionnelles qu'on t'a infligées, mais ces blessures ne te définissent pas. Tout au long de ta vie, tu as attendu des excuses qui certainement ne viendront jamais, des explications que tu n'auras probablement jamais, mais surtout l'écoute et ta version de fait qu'on ne t'a jamais donné l'occasion de donner. J'aimerais que tu avances et que tu arrêtes d'avoir des attentes de qui que ce soit. Fais table rase du passé et aime-toi, pardonne-toi et vis. Vis car tu le mérites, car juste ici tu as survécu. Tu as bataillé, à présent, lâche prise. Avec bienveillance, Estelle d'il y a 10 ans.
Alors, Estelle, après avoir écouté toi-même les paroles que tu as prononcées, rédigées avec amour, qu'est-ce qui te touche en premier dans cette lettre? Quand tu t'écoutes une fois de plus, qu'est-ce qui te touche en premier? En fait, en premier, ce qui me touche, c'est la profondeur et les mots qui y sont utilisés. J'y sens beaucoup d'amour, beaucoup de mélancolie. J'aurais vraiment voulu qu'on me dise ça il y a 10 ans. Mais il n'est jamais trop tard. Donc, je rends grâce à Dieu, car cette lettre me replonge dans mon enfance où mon mal même il est parti. Parce que les blessures de rejet que je ressens aujourd'hui, qui me marquent, tout ça est parti de mon enfance qui a été plus ou moins marquée par un manque de soutien et là où je n'ai jamais trouvé ma place en fait, ni dans ma famille, ni dans la société. Justement, en parlant de profondeur de mots, dans ta lettre, tu as dit ne te sentir jamais suffisante. Alors, à quel moment de ta vie tu as commencé à te sentir jamais suffisante? À quel moment de ma vie j'ai commencé à me sentir jamais suffisante? Je pense que tout remonte toujours à l'enfance. Parce que je suis issue d'une famille peut-être séparée. Et mon papa, il est Bassa. En fait, il est décédé il y a 2 ans. Il était Bassa. Et ma maman, elle est Boulou. Donc, ce qui fait que quand on parle dans la famille de maman, on dit, comme moi, je parlais beaucoup plus sur le boulot de maman. Donc, quand on parle dans la famille de papa, on dit la Boulou. Donc, la famille de papa m'appelait la Boulou. Et quand on vient dans la famille de maman, on nous dit, voilà les Bassa là-bas. Donc, ce qui fait que ça a été fait que je me suis jamais vraiment sentie à ma place. Que peu importe l'endroit où on avait des préjugés. Et non seulement ça, je suis la deuxième. En fait, je suis issue d'une famille de 7 enfants. Ma mère a eu un premier mariage, là où elle a eu 4 enfants. Et avec mon papa, elle a eu 3 enfants. Donc, nous sommes les 3 derniers. Donc, je suis la 6e enfant sur 7. Mais du côté de mon père, je suis la 2e sur 3. Donc, mon papa, c'est quelqu'un qui a eu des enfants assez tard. Donc, il n'a pas eu, dans leur famille, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Donc, quand il a croisé ma mère, je me dis certainement que le fait de lui avoir donné des enfants était comme un exploit pour elle parce que mon père voulait des enfants. Donc, ma grande sœur, la première fille à mon père, elle a une fille. Ce qui a certainement été une action de grâce et elle était la bienvenue. Et je me dis que quand moi je suis venue, peut-être elle voulait donner un garçon à papa. Donc il fallait à tout prix que c'était un garçon. C'était un défi peut-être pour elle de donner un garçon. Mais malheureusement, je suis sortie une fille. Le dernier, c'est un garçon. Ce qui fait que moi, au milieu, je me suis jamais sentie à ma place. Comme si j'étais pas vraiment, dès la naissance, j'étais pas désirée. C'est un peu ça. Alors, c'est l'occasion pour moi de te demander concrètement de nous raconter comment a été ton enfance ou alors les événements marquants de ta vie. Beaucoup d'événements ont marqué ma vie parce que j'ai une mémoire d'éléphant, faut le noter. Parce que moi, je suis toujours en train de noter. Quand on me fait quelque chose, je note, je garde. J'ai eu une enfance plutôt heureuse à la base, mais au fond, j'ai eu beaucoup de déséquilibre parce que quand je suis née, quelque temps après ma naissance, mes parents se sont séparés. Donc, ce qui fait qu'on passait soit une semaine chez mon père, soit la semaine d'après chez ma mère. Et il faut noter que j'étais beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Et ma mère voyait en moi la personne qui devrait la réconcilier avec mon père. Donc, elle se disait toujours que je devrais faire un chantage émotionnel à mon père, du genre, si tu ne te remets pas avec maman, je ne viens plus chez toi. Et je me disais que c'était pas ma responsabilité à moi. Et je pense que toute ma vie, jusqu'à ce que papa soit décédé il y a 2 ans, elle m'en a toujours voulu. Parce qu'elle m'a souvent lancé ces genres de mots-là.
que tu attends quoi pour me réconcilier avec ton père? J'étais pas là quand ils ont commencé leur mariage. Je ne pense pas que ce soit à moi de venir les réconcilier, de faire du chantage à mon père, de me réconcilier avec elle. Donc, c'est ça qui a vraiment marqué mon enfance. D'accord. Est-ce que ta maman faisait une différence, par exemple, de traitement entre toi et tes frères? Tout à fait. Elle a toujours fait la différence et je me suis toujours sentie celle la moins aimée. Cette différence, elle était palpable, tout le monde pouvait le voir. Souvent, même certaines personnes ont eu à me demander si c'est ma mère. Je leur disais que oui, c'est ma mère. Elle n'est pas méchante à la base, mais cette différence se faisait voir de manière palpable, et même par ses actes. Parce que chaque fois que j'avais un problème, soit avec mes frères, soit avec mes sœurs, elle ne voulait même pas écouter ma version. Elle me pointait directement du doigt, elle battait sur moi. C'est moi qui avais tort, c'est moi qui avais... Parce qu'elle se disait que je suis problématique. Elle disait, j'attire les problèmes, je suis née avec les problèmes. Parce que j'ai un esprit. Elle disait que je suis maudite, en fait. Oui. Oh. Oui, elle disait que je suis maudite, que je ne vais jamais m'entendre avec personne. Je suis née pour attirer juste les ennuis. Oui. Dans ta lettre, tu parles beaucoup d'être incomprise par ta mère. Oui. Est-ce qu'il y a un moment précis? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu qu'elle fasse, qu'elle n'a pas fait? Oui, j'aurais voulu que ma mère, parfois, m'accorde le bénéfice du doute. Que quand parfois on vient lui raconter que ta fille a fait ci, ta fille a fait ça, qu'elle dise que oui, je connais Estelle. Estelle, peut-être, oui, elle a un fort caractère. Mais ce dont tu l'accuses, je sais que ma fille n'est pas capable de faire ça. Parce que je ne pense pas à un moment donné de ma vie que ma mère ait eu à prendre mon côté. Peu importe le problème qui s'est prononcé, elle a toujours rejeté la fête sur moi. Je me souviens à peu près en 2019, je vivais en concubinage avec monsieur, je veux dire, avec une famille, puisqu'il vivait aussi avec sa mère. Et là, je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. Et quand je suis tombée enceinte, la maman du gars, elle m'a demandé de rentrer chez moi parce que elle m'a dit qu'elle viendrait voir ma mère de manière officielle parce que j'attends son petit-fils. C'est comme ça que je suis rentrée à la maison. Maladive que j'étais avec la grossesse et tout, je suis tombée malade et tout. J'ai commencé à attendre la venue de ma belle famille en vain et tout, et tout, et tout, et tout. Et à la maison, ce n'était plus trop ça parce que ma mère s'était déjà rendue compte que j'étais enceinte. Donc, c'était les injures chaque matin. Une fille qui a une licence, elle n'a pas de mariage, elle n'a pas de situation, elle ne fait qu'accoucher les enfants. C'était à peu près les mots de ma mère qui m'a même lancé chaque jour. Donc, j'étais fatiguée de ces insultes-là et tout. Donc, un jour, je me suis levée avec les tensions de grossesse et tout. Je suis allée dans la famille où j'étais. J'ai trouvé que ma belle-mère avait plutôt installé une autre fille chez elle pour son fils. Et moi, jusqu'à la fille portait même ses vêtements et tout, et tout, et tout. Dans ma colère dont j'ai arrêté son fils, je l'ai tiraillé, je l'ai croqué à l'oreille. Je l'ai croqué à l'oreille. Après, je suis rentrée à la maison toute furieuse et on s'est engueulé. C'est après ça qu'ils sont venus voir ma mère pour m'accuser. Pour venir, c'est après ça qu'ils sont venus voir ma mère. Je rappelle que j'étais déjà à plus de 6 mois de grossesse. J'étais déjà à 6 mois de grossesse. Je n'avais encore fait aucune visite. Mais c'est après ça qu'ils sont venus voir ma mère. Ils ont venu m'accuser chez ma mère, comme quoi je suis allée faire le scandale chez eux, comme quoi elle m'a demandé d'être patiente, qu'elle n'a pas l'argent, qu'elle enterrait d'abord sa belle-mère qui est décédée et qu'après sa belle-mère devait me voir. Donc elle a raconté un tas de trucs à ma mère. Et là, une fois de plus, ma mère s'est mise à m'engueuler, que même le mariage, je suis incapable de tenir un mariage et tout. Je m'avais dans la belle famille, j'ai insulté ma belle-mère. Et ça, c'est devant la belle famille? Oui, devant la belle famille. Okay. C'est ça, c'est ça même le plus drôle, c'était devant la belle famille. Ce n'est même pas le genre où elle a attendu qu'ils partent, c'était devant la belle famille. Et après, ils sont partis. Et
Et après ça, l'argument même qu'ils avaient, c'était même sa propre mère ne l'aime pas, même sa propre mère dit que c'est une sorcière. Donc, ils ont dit à ma mère que, OK, maintenant, l'argent qu'ils voulaient m'amener à l'hôpital avec, maintenant, comme j'ai blessé leur fils à l'oreille, c'est l'argent là qu'ils amènent leur fils à l'oreille, donc je vais encore devoir attendre. Ils ont fait certaines promesses farfelues là à ma mère, comme quoi ils viendraient, ils sont là et tout. Ils ne sont jamais venus. Ma fille, même, j'ai accouché, Dieu merci, quand même dans de bonnes conditions. Ma fille, mais malheureusement, 3 semaines après la naissance de ma fille, elle est décédée. Mais bon, ça va, Dieu fait grâce à tout ce que j'ai fait. C'est un coup dur. Quelle est votre relation aujourd'hui avec votre mère? Aux dernières nouvelles, j'habitais avec ma mère parce que lorsque ma fille est décédée justement en 2019, on habitait à Etoile-Mépi. Et ma sœur, comme je pleurais tout le temps quand je voyais la laide de l'enfant, ma sœur avait mal pour moi. Elle nous a fait déménager. Elle nous a pris un appartement à Hawaï pour ma maman et moi, donc c'est ma grande sœur qui payait. Ce qui fait que j'habitais avec maman, avec mes 2 garçons et ma mère. Donc, en septembre, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ma mère et moi, on avait d'abord, en septembre, là, en fait, depuis le deuil de papa déjà, c'était plus trop ça entre elle et moi. Mais en septembre, elle a déménagé. C'est le genre, moi, je suis allée au travail. Tu habites avec quelqu'un, il déménage, il ne te dit pas qu'il déménage. Donc, je suis allée au travail. Après, mon fils aîné m'appelle au téléphone. Mon fils aîné me fait savoir, grand-mère a déménagé. Elle a laissé donc les choses qui étaient dans ma chambre. Donc, elle a laissé mes enfants et les choses qui étaient dans ma chambre dehors. Elle a déménagé. Donc, elle ne s'est pas souciée si là où je vais dormir avec mes enfants ou quoi que ce soit en plein septembre. Donc, moi, j'étais en train de vouloir préparer la rentrée scolaire de mes enfants. Quand je suis rentrée du travail, c'était le 27 septembre. J'ai trouvé mes enfants dehors avec mes choses, mon lit et quelques de mes vêtements. Mes voisines étaient en colère. Il paraît que les voisins, avant que je ne vienne, il paraît que les voisines ont engueulé ma mère. Les voisines quand je suis arrivée, les voisines m'ont demandé que tu es sûre que c'est ta mère. J'ai dit à mes voisines que oui, c'est ma mère. Les voisines, maman, même, elles m'ont dit que c'est qu'elles ont déjà fait à ma mère aujourd'hui, qu'on ne fait pas ça et tout. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Je n'avais même pas 5 francs sur moi, mais j'ai appelé mon boss. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a donné une avance sur salaire. Donc, il était 14h, 15h. C'est à partir de là que j'ai commencé à chercher une chambre juste pour dormir. Parce que c'est le genre, tu cherches la maison et tu vas entrer dans la maison le même jour. Oui, j'ai marché dans tout Hawaï. À un moment donné, j'ai craqué en pleine rue. J'ai pleuré. Après, moi, j'ai eu mon dernier fils. Il a eu 9 ans. Il m'a dit, maman, ne pleure pas. Quand je l'ai regardé, j'ai repris mes forces. Je lui ai dit, comment on ne peut pas chercher la maison? Non, on va dormir. J'ai pu trouver une chambre. J'ai aménagé. Tous les amis de mes enfants étaient au quartier. C'est eux qui m'ont aidé à porter les choses. Ils étaient nombreux. Ils ont dit, la maman d'Alan, on est avec toi. Tu n'es pas seule. J'ai aménagé. Depuis septembre, je suis dans une chambre avec mes 2 garçons. De manière provisoire, mais aussi pour d'abord, si on est en toit, on part toujours de quelque part. Mais c'est en décembre, pendant que je méditais, Dieu me parlait toujours du pardon. Qu'il faut que je pardonne, parce que c'est le pardon, en fait, qui bloque mes bénédictions. J'ai appelé ma mère. En fait, et ma mère aussi, c'est vrai que ma mère, elle avait déjà appelé ma voisine. Je pense que comme il y avait les émeutes d'après élection là, c'est elle aussi. Donc peut-être elle a commencé à culpabiliser parce qu'elle ne savait pas où on était. C'est là où ma voisine, dans la nuit même, je rêve que Dieu me demande de lui pardonner. Ma voisine vient me voir, elle me dit, ta mère m'a appelé. Elle se plaint que tu ne l'appelles jamais, que tu ne fais pas signe et tout. J'ai voulu dire à la voisine que je ne lui fais pas signe que... La voisine m'a dit, c'est toi qui vas à l'église, ce n'est pas moi. Pardonne, c'est ta mère. Parce qu'au monde, on descend, tu ne vas pas changer, que c'est ta mère. Pardonne.
Donc, j'ai pris sur moi, j'ai prié d'abord le jour-là. J'ai appelé ma mère, je lui ai demandé comment elle allait et tout. Et depuis là, on a quand même repris contact. Donc, c'est le genre où, bonjour, bonjour, j'essaye de l'appeler en décembre. Le père de mon enfant lui a envoyé sa bonne année, elle était toute contente. C'est à moi qu'il avait envoyé l'argent là. Je pouvais dire que non, je lui donne pas cet argent. Mais j'ai envoyé l'argent là en totalité. Je lui ai dit que c'est pas pour moi, c'est pour elle qu'on a envoyé. Je vais pas rester avec. Donc, on est en train de... C'est vrai que depuis septembre, quand on a déménagé, on ne s'est plus revus. J'ai entendu dire qu'elle habite à Ekounou, quand même. Mais on ne s'est plus revus. Est-ce que une fois dans ta vie, tu as déjà essayé d'exprimer ta souffrance à ta mère? Est-ce que tu as essayé de lui faire part de tous les traumas qu'elle te crée? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que elle était en grande partie des mots que je ressens aujourd'hui, de mon manque de confiance en moi. Et au contraire, j'enfuis tout ça en moi, parce que plus je vais m'exprimer, elle va toujours me donner tort. Donc, ça fait que j'ai anticipé tous ces mots qu'elle m'a dit. Donc, elle m'a toujours dit que je ne suis bonne à rien, je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir une vie stable parce que je suis bonne à rien en tout cas. Ce qui fait que même dans mes relations, même avec mes partenaires, ça a beaucoup influencé mes relations parce que je me laisse dominer. Parce que j'accepte n'importe quoi juste pour me faire apprécier parce que je me dis que ma mère a raison. Je ne suis pas digne d'être aimée ou bien j'ai baissé mes standards en fait. Est-ce que tu ne penses pas que peut-être lui parler pourrait être une porte que tu ouvres pour que votre relation s'améliore? Ça c'est vrai, mais j'ai toujours eu qu'elle fasse le premier pas parce que peut-être elle est une maman. Je me dis peut-être que c'est à elle de le faire. Pas que c'est à elle de faire le premier pas, mais c'est à elle d'initier la conversation, genre peut-être réunion de famille, tout le monde s'assoit et tout le monde exprime ce qu'il a au-dedans de lui. Et l'occasion ne s'est jamais présentée. Je me suis dit que comme j'ai pris sur moi de l'appeler en décembre, je me suis dit qu'en décembre, toutes les familles se réunissent souvent et que peut-être elle va faire une réunion de famille pour voir pourquoi il y a eu la sûre. Ça n'a pas été fait, la vie continue. Sauf que généralement, chez nous, en Afrique, c'est très difficile de voir un parent faire le premier pas, reconnaître son tort et demander pardon. C'est vrai qu'ils ont des manières de le faire un peu, comme tu as dit qu'elle a appelé ta voisine pour te dire, c'était sa manière à elle de demander pardon. Mais là n'est même pas ma question. Je dis, est-ce que tu ne penses pas que si tu lui dis que voici tout ce que tu as créé en moi depuis que tu as fait ci, je suis devenue telle. Est-ce que si tu lui dis clairement tout ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui, ça ne pourrait pas déjà t'aider toi-même personnellement à avoir plus confiance en toi, t'aider à guérir et améliorer vos relations, votre relation? C'est une idée, peut-être même la meilleure. Parce que ça me soulagerait en fait. Je pense que ça me soulagerait beaucoup. Donc, je vais y penser. Dans ta lettre également, tu parles de relations amoureuses catastrophiques Oui. où tu as dû forcer. Je vais dire mot à mot ce que vous avez dit. Ce que tu as dit, te plier en 4 pour qu'on t'accepte. Est-ce que tu peux nous raconter de ce pan de ta vie? Avec tout ce que j'ai pu vous raconter depuis le début de l'émission, comme ce que j'ai vécu comme blessure émotionnelle. Donc en 2019, quand je perds ma fille, je perçois cette perte comme, pour moi, c'est une sorte d'abandon. J'ai eu l'impression que malgré les combats que j'ai vécus dans ma grossesse, ma fille même ne m'aimait pas et que parce qu'elle est partie après sa naissance. Donc après ça, j'ai fait la rencontre d'un, on va dire, monsieur. Puis lui aussi sortait d'une relation, on va dire.
puisqu'on se connaissait déjà depuis des années, il connaissait plus ou moins mon histoire. Et il m'a proposé d'avoir une relation, pas sans lendemain, mais sans engagement, presque sans engagement. Et je me suis dit dès le départ que c'est peut-être ce genre de relation dont j'avais besoin parce que ça va faire que je ne m'attache pas et que je n'ai pas de compte à rendre. Mais finalement, ça s'est retourné contre moi parce que j'ai subi tout genre d'abus. C'était le genre où je n'avais rien à exiger. C'est moi qui faisais tout, c'est moi qui l'appelle. Le jour où moi je l'appelle, il me bloque même carrément. Donc, il me débloque le jour où il a besoin de me voir et je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit de... Je n'ai aucun droit, en fait. Donc, il pouvait même avoir d'autres copines. Donc, quand je veux un peu lui dire que non, ce que tu fais là, c'est pas bien, machin, il me disait seulement que toi-même, tu avais accepté dès le départ que c'est comme ça qu'on doit avancer. Et pour avoir au moins quelqu'un toujours à côté de moi, pour ne pas ressentir le rejet. Donc, c'est comme je suis en train de vous dire là, il me bloquait le jour où il veut, il me débloque le jour où il veut. Et malheureusement, il venait toujours trouver que la porte était ouverte. Cette relation est encore d'actualité. Aux dernières nouvelles, il m'a encore bloqué. Et quand il va débloquer, la relation va continuer. Ok. Avec du recul, est-ce que tu as l'impression de rechercher la tendresse, l'amour que tu n'as pas eu dans ton enfance, dans tes relations? J'ai l'impression, oui. Ce n'est pas qu'une impression, c'est ça. Mais en ce moment, j'essaie de me concentrer sur l'amour que mes enfants me portent et sur l'amour que j'ai pour eux. C'est sur ça que j'essaie de le reporter pour essayer de guérir et de sortir de ce cercle infernal, en fait. Est-ce qu'il y a une relation amoureuse qui t'a particulièrement brisée? Parce que dans ton récit, tu as eu 3 enfants, de 3 pères différents, 2 pères, de 2 pères différents. Et ce ne sont certainement pas tes seules relations. Oui. Est-ce qu'il y a une relation en particulier qui t'a brisée? Oui. La relation qui m'a le plus brisée et qui m'a même appris à connaître ce qu'on appelle la dépression. La relation dont je vous parle. Parce que, je ne sais pas, parfois je l'appelle. Quand, dans mon téléphone, son nom est enregistré mon karma. Le nom de ce garçon, c'est enregistré mon karma. Parce que j'ai l'impression que Dieu l'a mis sur mon chemin pour me faire souffrir, en fait. Et une souffrance dont je n'arrive pas à me détacher. Parce qu'il m'a fait de ces choses que je ne peux même pas. C'est tellement, je ne peux pas dire morbide, que je n'ai même pas envie. Parce que je me souviens en 2023, non seulement c'est une relation dans laquelle c'est moi, je n'ai pas d'argent, hein, mais c'est le genre où, dès qu'il me dit qu'il veut manger, je ne peux pas avec mon propre argent. C'est quelqu'un qu'on a déjà fait depuis 2019. C'est vrai, on se casse, on se remet, on se casse, on se remet. C'est depuis 2019. Mais c'est le genre, dès qu'il dit qu'il veut manger, c'est moi qui achète la nourriture. Je ne sais pas s'il a pris son 100 francs un jour pour dire peut-être que, même s'il veut me voir, c'est moi qui dois chercher l'argent de taxi, c'est moi qui dois, même quand il est malade, c'est moi qui cherche les remèdes, c'est même moi qui l'amène à l'hôpital, des trucs comme ça. Parfois même, je suis obligée, par exemple, mon papa était souvent là, j'étais obligée de mentir à mon papa que si je veux ça, juste pour subvenir certains de ses besoins. Mais en 2023, je suis tombée gravement malade. J'ai eu la tuberculose. Et c'est là où ça m'a beaucoup fait mal. Parce qu'il a fait beaucoup de trucs. Mais en 2023, là, à l'hôpital, je l'ai appelé, je lui ai dit, donc c'est le genre, quand tu es malade, beaucoup de gens venaient me rendre visite. Mais moi, je voulais particulièrement qu'il fasse au moins une seule chose de bien pour moi dans sa vie. Il n'est pas venu me rendre visite. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital, il n'est pas venu. Je suis rentrée même à la maison. Je me suis dit, peut-être c'est les hôpitaux qu'il n'aime pas. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dû encore écrire que non, je suis sortie de l'hôpital. Peut-être c'est l'hôpital que je n'aimais pas. Je suis déjà arrivée à la maison. Dès que j'ai écrit ça, il m'a bloqué. Et tout ça, tu supportes parce que par peur de rester seule, c'est ça? Effectivement. Plus ou moins, c'est ça.
Aujourd'hui, ton amour, tu le portes à tes 3 enfants. C'est là-bas que tu fais tes 2 enfants, autant pour moi. C'est là-bas que tu cherches ton réconfort. Mon refuge. Est-ce que c'est facile d'être maman dans ces conditions? C'est pas facile parce que être maman, c'est à la fois merveilleux et un défi, surtout avec la conjoncture économique qu'on connaît. Et d'autant plus que leur papa aussi ne fait pas assez d'efforts, donc il faut vraiment se battre. Mais je sais tant bien que mal d'être une maman à l'écoute, une maman qui... J'ai envie de leur donner ce que je n'ai pas eu. D'abord de la sécurité. Ce n'est pas que je tolère tout ce que mes enfants font. Je ne tolère pas, mais j'ai envie de leur montrer que je suis de leur côté. Ils peuvent me parler, ils peuvent être en sécurité avec moi. La perte de ton 3e enfant, comment tu la vis au quotidien? C'est une douleur qui ne part pas. Ça fait 6 ans déjà, je pense, depuis 2019. Elle est décédée elle était née le 16 juillet 2019. Elle est décédée le 6 août 2019, donc 3 semaines jour pour jour. Elle est née un mardi, elle est morte un mardi. Le jour de sa mort, le jour... Vous voyez que je commence même à dire que le jour de sa mort, jusqu'ici, je n'avais jamais utilisé le terme mort pour parler d'elle. On était à l'hôpital Bethesda. Et c'est un jour particulièrement que j'ai eu beaucoup de force parce qu'on était hospitalisés hier, ça faisait 3 jours. Mais le matin, là, je me suis levée, j'étais forte. Comme j'allaitais, on tirait mon lait dans les trucs pour l'allaiter. Parce qu'on l'allaitait par intraveineuse. Ce jour-là, elle a refusé d'être allaitée par intraveineuse. Je l'ai enlevée dans la couveuse. Je ne sais pas si c'était la couveuse, mais elle était dans un truc. Couveuse, oui. Je l'ai allaitée au sein. Pour quelqu'un qui avait elle avait les tubes partout, mais elle a pris le sein le jour-là, elle a tiré mon sein, elle a tiré mon sein. Elle était forte. Je l'ai lavée, je l'ai fait coucher. Après, je suis sortie, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère aussi, elle était un grand soutien à cette période-là. J'étais avec elle à l'hôpital. J'ai dit à ma mère, apparemment, mon fille a faim. Et la seule chose que ma fille peut manger, c'est ce que je mange. J'ai dit à ma mère qu'on sorte manger quelque chose. C'est quand on est sorti manger qu'elle est restée rendre l'âme. Chaque jour, il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à elle. Parce que le jour même où elle est décédée, je pense, soit le lendemain, très tôt le matin, ma mère a voyagé. Elle avait quelque chose à faire, je ne sais pas si c'était dans sa réunion ou bien dans la famille. Ou je ne sais pas si elle a voyagé parce qu'elle ne voulait pas voir ma souffrance. Parce que je ne sais pas si elle fuyait aussi. Elle ne savait peut-être pas comment m'apprivoiser. Elle s'est déplacée. Donc, je suis un peu restée seule à la maison. J'avais quand même certaines visites de mes gens de l'église qui venaient là. Mais j'avais besoin de ma mère. J'avais besoin de quelqu'un qui, je sais pas, à qui je pouvais exprimer ma douleur. Et tout le monde qui venait me disait, on ne pleure pas un enfant parce que quand tu pleures l'enfant, Dieu ne va plus te donner d'enfant et tout. Donc, on a beaucoup compressé ma douleur, en fait. Oui. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vis cette douleur? J'apprends à vivre avec. Je rends grâce à Dieu. C'est tout. C'est une douleur que ça fait partie de mon vécu, ça fait partie de mon histoire. Je n'y peux rien. Donc, je l'ai apprivoisé, je vis avec. Tu souffres de dépendance affective. Effectivement. Est-ce que tu as déjà cherché à avoir des solutions pour sortir de cet état-là? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu as essayé de trouver du réconfort? Est-ce que tu cherches des solutions? Tous les jours. Tous les jours. Je vais à des séminaires qui parlent des blessures émotionnelles. Je vais à des séminaires qui parlent de l'amour de soi. Et même quand je suis sur Facebook, la plupart des pages que je suis, ce sont des pages des coachs en développement personnel. Et plus particulièrement, personnellement, j'écris. Je suis même en train de sortir un livre parce que comme beaucoup de gens
qui souffrent des blessures émotionnelles, qui souffrent des blessures. On se réfugie toujours quelque part. Je me dis aussi que moi, la manière de... Comme les gens ne m'écoutent pas, la manière de m'exprimer, je suis toujours sur le téléphone en train d'écrire mon ressenti. Donc, comme je n'ai personne à qui me confier, donc chaque fois que, on vous écoute. oui, chaque fois que j'ai envie de m'exprimer, parce que je me mets à écrire. Et je suis en train de monter un livre que j'ai intitulé Ma version des faits. J'espère que très prochainement, avec l'équipe qui est en train de nous encourager en ce moment, la télé de l'écriture, que ça va sortir des fonds baptismaux. Ok. Quel est ton plus grand manque? Tu aurais besoin de quoi pour être comblé, pour te sentir une personne à part entière? Qu'est-ce qui te manque le plus? La famille. Ce qui me manque, c'est la famille. Je me sens beaucoup seule, la solitude. Commencer parce que ma mère n'a pas été trop une maman rassembleuse. Comme je vous ai dit, on est 7 enfants. C'est vrai que mon grand frère, le premier né, il est décédé depuis 2001. Mais là, on est resté 6. Et on est pratiquement... Et on est tous à Yaoundé. Mais on peut faire pratiquement 3 ans sans se voir. Comme il y a certains de mes frères et sœurs que j'ai vus la dernière fois, seulement au deuil de mon père. Donc, on se voit aussi les statuts comme des étrangers. Comme ça. Donc, ce qui me manque le plus, qui peut me combler, c'est une vie familiale où on se retrouve autour d'une série, on commente. Et on joue aux jeux de société, par exemple. Je me dis que ce serait formidable. C'est ce dont j'ai besoin. Encore plus, même plus qu'une relation amoureuse, j'ai besoin d'une relation familiale épanouie. Dans ta lettre, tu dis que tu as lâché prise ou tu es prête à lâcher prise. Oui. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour toi? Lâcher prise, c'est ne plus chercher à avoir le contrôle. Ne plus chercher à plaire. Ne plus chercher à comment dire, à être accepté des autres. Parce que je commence à m'aimer sincèrement pour ce que je suis et pas pour ce que les gens disent de moi. Par exemple, il y a un an de ça, 1 an, oui, on était à la paroisse, parce que je passe beaucoup mon temps à la paroisse, à l'église. J'ai eu une altercation avec, je ne vais pas appeler ça une altercation, en fait, on va dire honnête, avec une fille. Elle critiquait plus ou moins notre manière de recevoir. On parlait après, en fait, on parlait au téléphone. Après, elle m'a dit, si tu es une femme, descends ici, tu viens me parler en face. Donc, je suis descendue dans un bassa que je suis, qui aime aussi un peu les problèmes. Je lui ai dit, me voici donc ici, me voici. Tu m'as parlé, on t'engueulait au téléphone, tu pensais que je ne vais pas descendre, me voici donc ici. Donc, quand elle m'a vu, elle m'a regardé. Elle m'a dit, non, c'est tout ça ici. Et la fille qui était à côté de nous, qui était en train de vouloir aussi, je ne sais pas, dire mettre le feu, elle me dit, tu entends même ce qu'elle dit de tout. Elle t'a dit que non, c'est tout ça ici. Elle dit que moi, je m'en fous. Depuis que je connais mon identité, depuis que je connais qui je suis en Christ, ce genre de propos ne m'atteint pas. Et ça a sonné la sonnette dans l'âme, dans ma tête, que, hey, donc depuis que je fais ce travail sur moi, donc c'est en train de porter du fruit, parce que là, ça m'a pas fait mal. Donc, c'est ça le lâcher prise, en fait, pour moi. Qu'est-ce que tu ne tolères plus et que tu tolérais avant? L'abus. L'abus, le manque de confiance. Le manque de confiance et le manque de respect. Je ne tolère plus ça. Je ne tolère plus qu'on me dise comment je dois réagir parce qu'on me dit que je suis beaucoup trop émotive. Parce que les gens, parfois, ils ne voient pas la blessure derrière. Ils voient juste la manière dont tu réagis. On a tendance à me dire que tu prends tout à cœur. Tu n'as pas mon vécu, en fait. Je sais, c'est moi qui définis comment je réagis face à telle ou telle situation. Donc, je vais plus tolérer qu'on me dise comment je dois réagir face à telle ou telle situation. C'est aussi ça. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais hier? À la petite fille que j'étais hier, cette petite fille joviale et joyeuse, mais qui ne savait pas qu'elle souffrait d'une manière ou d'une autre, je lui dirais, Estelle, tu es aimée, tu es désirée,
Tu es une fille qui est née pour impacter et pour laisser tes traces dans ce monde. Le monde, il est merveilleux. Arrête de survivre et commence à vivre. C'est ce que je lui dirais en tout cas. Et quel conseil pourrais-tu donner à une femme qui a le même vécu que toi, qui est en manque d'amour, qui souffre de dépendance affective? Quel conseil pourrais-tu lui donner? Regarde ta caméra. Toi qui es dans la même position que moi aujourd'hui, qui souffre de dépendance affective, je vais te dire que ta valeur n'est pas négociable. Tu n'as pas à baisser tes standards pour te faire apprécier parce que ta vraie valeur est bien de Dieu qui t'a façonné et qui t'a façonné surtout à son image. Tu es belle, tu es appréciée et tes blessures ne te définissent pas, mais elles te donnent plutôt la force et le courage d'affronter tous les défis de demain. Donc, crois en toi, crois en tes blessures et surtout, ne sois pas ce lingot d'or qu'on pose sur un comptoir de tomates parce que tu ne l'es pas. Sois ce lingot d'or qu'on pose dans un musée parce que tu es une belle personne. Ne mendie plus l'amour, recherche l'amour en toi. L'amour que tu recherches dehors, il est en toi. Merci. Pour conclure cet épisode aujourd'hui, je ne vais pas le faire comme j'ai l'habitude de le faire. D'accord. Ce sera spécial. Moi, j'aimerais te parler, pas la présentatrice, mais la femme. Oui. Je suis moi-même mère de 2 enfants, célibataire, Oui. issue de 2 relations. Et je sais ce que ça fait de se sentir diminué et parfois de baisser ses standards. Mais aujourd'hui, je suis guérie. Amen. Je ne souffre pas de dépendance affective. Je connais ma valeur. Je ne baisse pas mes standards. Alors je vais te dire, tu es jeune. Tu es belle. Tu m'as l'air intelligente. Oui. Je voudrais que quittant ce plateau, que ce soit une nouvelle Estelle. Pas la Estelle qui laisse tout, qui absorbe tout, mais celle qui se choisit en premier. Effectivement. Voilà ce que je te souhaite aujourd'hui. Et j'espère que être passé sur ce plateau de Right to Myself t'aura aidé. Bien évidemment. Et aussi, essaye de faire la paix avec ta maman. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cet épisode de Right to Myself. C'était la Fortune Bleue, la voix du bonheur.